Est-ce qu'on t'a déjà dit qu'il fallait que tu renforces ton plancher pelvien? Si oui, j'ai les outils parfaits pour toi. C'est les poids vaginaux de Floravie que j'ai ici dans mes mains. C'est des super bons produits que tu vas pas retrouver ailleurs parce qu'ils sont plus petits que chez les compétiteurs. Ils sont aussi faciles d'insertion et faciles de retrait grâce à la gaine de retrait. Et c'est des produits de haute qualité, évidemment, comme tous les produits Floravie. C'est avec un silicone hypoallergénique. Et on retrouve 3 poids différents selon tes besoins. Renforcer son plancher pelvien, ça peut entre autres aider pour les fuites urinaires, les descentes d'organes ou autres conditions, mais dans tous les cas, on vous recommande d'aller en parler à votre médecin ou votre physiothérapeute périnéal. Vous pouvez retrouver les produits Floravie dans les grandes pharmacies, au supermarché Santé Avril ou encore en ligne en utilisant notre code promo LBALADO15 pour 15% de rabais. Et si jamais vous voulez recevoir la gamme complète des produits Floravie, c'est super simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est commenter l'épisode d'aujourd'hui avec votre moment préféré et on va faire tirer une boîte à chaque saison. Sur ce, bon épisode tout le monde. Bienvenue dans votre safe space pour vous inspirer. Bienvenue à Elle, le balado. Salut Judith! Bonjour les filles! Bienvenue. Bonjour tout le monde! Ça, c'est une animatrice de balade. Je suis tellement contente que tu sois ici. Mais je suis très contente d'être ici. C'est tellement beau chez vous, c'est tellement beau, tellement accueillant. On se sent bien. Dans notre salon. Oui, voilà. C'est ça. On voit jamais le reste du studio, mais on a de l'air dans notre petit salon cosy. On nous a répondu tellement vite en plus. Comme je t'ai connue grâce à ton balado, que j'ai ben non, je vais pas dire binge, là. J'en ai écouté quelques-uns. Puis je t'ai envoyé un voice memo sur Instagram, tu m'as répondu full vite. Ouais. Ça va être un coup de foudre. Mais est-ce que vous saviez que 40% des utilisateurs découvrent des podcasts à cause de la présence des animateurs à d'autres podcasts? Donc, c'est pour ça qu'il faut s'entraider. Je le crois. Oui, je lisais ça dans une étude. Fait qu'on va venir à ton podcast. Exactement. La prochaine fois. Parfait, on se négocie. Mais c'est intéressant, une invitation. Oui, mais c'est pour ça que je pense que c'est important de s'entretenir dans la communauté pour nous aider à faire découvrir, pour parler à plein de monde. Il y a sûrement 2, 3 personnes qui ne me connaissent pas. Non. Aucune, tu veux dire. Aucune personne qui ne te connaît pas. Exact. Tout le monde sait t'es qui. Non. On est toutes très excités de t'avoir avec nous. On a un petit sujet quand même, parce que là, on parle de ton podcast, mais on parle aussi de l'entrepreneur aujourd'hui. Oui. Mais avant de se lancer là-dedans, on a des questions en rafale. Ah, d'accord, génial, on commence comme ça. Parfait. Questions rapides, réponses rapides. T'es prête? Café, thé ou boisson énergisante? Café. Ça va bien. J'ai un balado qui s'appelle Un café avec C'est vrai. C'est pas un monster avec Judith. Non. C'est ça. Ça fait du sens. J'ai hâte de lancer la version Unhinged avec un verre de vin avec Judith, la version After Hours. Oui, le petit Patreon, j'aime ça. Bon concept. Si tu devais décrire ton parcours entrepreneurial en 3 mots, lesquels seraient-ils? Audace. A hell of a ride. Belle montagne russe. Et la chose qui m'a fait le plus de bien dans ma vie. Wow! Encourageant. C'est magnifique. Qu'est-ce qui t'aide lors d'une grosse semaine de travail? Je sais pas, je suis beaucoup là-dedans ce temps-ci. OK. En En développement. Ouais. Moi, quand je m'intéresse à quelque chose, quand je me passionne pour quelque chose, comme ce que je fais avec le balado et son écosystème, je deviens très obsessive. Donc, j'ai de la difficulté à faire de la place à d'autres choses dans ma vie. Et je pense que c'est une force pour ma carrière, définitivement, pour ce que j'essaie de construire. Je pense que pour mon équilibre de vie, ça l'est peut-être moins. Mais c'est comme ça que je suis heureuse. Donc, dans des grosses semaines, je me rappelle que j'ai été 3 semaines au Maroc cet été. Je me rappelle que j'ai passé 3 semaines au Maroc cet été, puis que là, on fonce, puis on y va à fond. Tu te rappelles des dernières vacances? J'ai déjà été en vacances cette année, donc... Oui, justement, l'équilibre, c'est pas une question de tous les jours. C'est une question, je le vois sur une base annuelle. Parfait. J'aime ça. On parle un peu trop. On te comprend. Dernière question, et non la moindre. Si tu pouvais partager un café avec n'importe quelle femme inspirante, vivante ou décédée, qui est-ce que ce serait? Sophie Brochu.
Sophie Brochu, qui pour moi est l'inspiration du leadership au Mhm. Québec, un leadership authentique. J'ai eu la chance de la voir comme CEO, comme présidente, lorsque je travaillais chez Gaz Métro, il y a de cela fort longtemps, donc 20-25 ans. Et ouais, c'est une femme que j'aimerais beaucoup avoir l'opportunité de rencontrer et j'ai essayé quand même à quelques reprises. Et habituellement, ça marche assez bien, mon pouvoir de persuasion, où tu sais, je suis du genre, si la porte est fermée, je vais passer par la fenêtre, puis sinon, je vais passer par le toit, puis la cheminée, puis C'est excellent. le ballon dirigeable. Mais, Wow. mais mes efforts sont vains jusqu'à aujourd'hui. Je souhaite être en mesure de la recevoir. Oui, vraiment. Pour les 2-3 personnes qui ne te connaissent pas, comme tu disais si bien, pourrais-tu nous dire qui est Judith? Qui est Judith? Et c'était une blague. Hein. J'aime Mais non. beaucoup faire des jokes d'ego. C'est parfait. Qui est Judith? Judith, c'est une passionnée dans la vie. C'est une maman. Ça occupe une très grande part de mon existence et c'est le truc sur lequel j'ai le plus de fierté. C'est une entrepreneure. C'est une femme ambitieuse qui adore réfléchir à scaler des choses. Moi, j'aime ça, rêver grand. Et je développe à longueur de journée des process, des systems, donc des processus et des systèmes pour essayer d'y arriver. Et ma plus grande passion dans la vie, je pense que c'est le reverse engineering. Donc, partir de où est-ce que je veux aller, puis essayer de décortiquer comment y arriver. Ça, c'est ma plus grande passion. Je suis aussi animatrice de balado, un café avec Judith Fetzer, où j'ai la chance chaque semaine, maintenant 2 fois par semaine, de m'entretenir avec des gens. 2 fois par semaine. En fait, 2 épisodes avec invités plus un épisode perso par semaine. Donc, on sort 3 épisodes par semaine. OK. Ouais. Je suis comme en train de catch-up. J'en prends un. J'y arriverai jamais. Je regarde un peu, mais là, je suis comme, Oui, oh mais mon moi, je me Dieu, dédie exclusivement à ça pour l'instant. OK, c'est ton Donc, full-time job en ce moment. Exactement. Ah, mon Dieu. Et j'ai la chance de m'asseoir, de découvrir des gens à chaque semaine. Et pour moi, ma mission à travers ce balado-là, c'est vraiment de démocratiser le succès. Je suis une grande fan du succès sous toutes ses formes, selon la définition que chacun a pour soi. Et de montrer que les gens qu'on considère successful, des fois, on se sent assez loin de ces gens-là, comme si on les mettait sur un piédestal, puis qu'on se dit, mais moi, je suis pas comme ça. Et dans ma carrière, j'ai eu la chance de rencontrer certains des plus grands présidentes d'entreprises du Québec. Et au final, ce que je me rendais compte, c'est qu'ils avaient aussi leur part d'ombre, leur zone d'ombre, leur truc où ils étaient moins tête, on va dire ça comme ça, où leur vie avait un petit peu plus de chaos. Mais moi, avant de les connaître, avant de pouvoir m'asseoir en toute vulnérabilité avec eux, j'avais pas cette perception-là. Et donc, c'est pour ça qu'à chaque semaine, je veux que ces gens-là nous expliquent c'est quoi leur mentalité, qu'est-ce qu'ils ont réussi, et ça pour le célébrer, parce que je pense qu'on devrait plus célébrer le succès de tous et chacun, mais aussi pour qu'on comprenne qu'au final, on est pas mal tous pareils. C'est quoi, toi, ta définition du succès? Oh, ça, c'est une grande question. Ma plus grande définition du succès, ça va partir à partir de mon fils, mais c'est lui la priorité. Je me dois d'être une bonne mère. Je suis une bonne mère, mais je pense que je pourrais jamais me considérer successful si mon fils va un peu moins bien. Donc, j'essaie d'orienter toutes mes actions dans cette direction-là. Sinon, ma définition du succès, elle est variable à différents moments de ma vie. Dans la dernière année, comment j'essaie de la voir, c'est essayer de me guérir. Parce qu'après des échecs, ben, c'est important de passer une période de deuil, puis après ça, de guérir. Et ça prend du temps. Donc, pour moi, mon KPI de performance à ce moment-là est devenu assez rapidement est-ce que je vais bien? Puis là, tu vois, ben, mon succès maintenant, je le mesure à l'impact que j'ai, à la portée que j'ai. Je suis une fan de metrics. Fait que avec l'équipe, on passe nos temps à regarder qu'est-ce qui marche moins bien. Fait que c'est très variable comme définition du succès. J'adore. Puis pour un peu de contexte aussi, parce que là, tu as légèrement parlé d'échecs, mais tu es l'ancienne
présidente fondatrice. C'est ça. C'est pas. Est-ce que tu étais co-CEO? Est-ce que tu étais co-founder ou c'était juste CEO? J'étais co-founder, OK, donc c'est ça. j'ai lancé Cookit en 2014. Cookit qui était une entreprise de prêt à cuisiner. On était les premiers au Canada à lancer. Moi, je partais d'un besoin que j'avais où j'avais mangé dans les plus grands restaurants. J'ai travaillé en restauration pendant une dizaine d'années, en hôtellerie et en restauration, un peu partout sur la planète. Auparavant, j'étais une fan de la bouffe, mais je n'avais pas appris à cuisiner. Et pour moi, apprendre à cuisiner, c'était très complexe et ça me coûtait une fortune aller regarder sur Internet, après ça aller à l'épicerie. Donc, je suis partie de cette problématique-là. Puis je me suis dit, there's got to be a better way. La fameuse phrase qu'on entend en entrepreneuriat. Et j'ai toujours réfléchi en qu'est-ce que les Judith de ce monde veulent. Donc, on a la chance d'être des femmes, d'être un persona qui a probablement le plus gros pouvoir de consommation, disons-le comme ça. On est encore en minorité en entrepreneuriat. Donc, qu'est-ce que les femmes comme nous, qu'on comprend extrêmement bien, donc moi, je réfléchis maintenant comme une femme de 42 ans. Vous êtes un petit peu plus jeune. Donc, qu'est-ce que les femmes comme nous ont besoin parce qu'on les comprend bien. Et donc, je suis partie de cette logique-là. Et c'est comme ça qu'est né Cookit. On a eu une histoire incroyable. Pour les 8 premières années, on a réussi à tripler l'entreprise à chaque année. Donc, on est passé de 0 à 60 millions de chiffre d'affaires en 6 ans. Donc, une croissance assez rapide. Jamais assez rapide à mon goût. J'avais encore des plus grandes ambitions que ça. Par la suite, on a pris beaucoup de grosses décisions d'investissement pour améliorer la productivité, améliorer tout ce qui était le back-end opérationnel. Donc, le marché a fondamentalement changé en même temps. On est sorti de la COVID et après ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les consommateurs, tout le monde le monde allait même plus chez Métro, puis tout le monde allait chez Maxi, puis chez Dollarama pour faire son épicerie. Parce que là, tout était rendu trop cher, puis c'est juste de ça qu'on parlait dans les médias. Donc, les consommateurs ont changé drastiquement. Le marché est devenu beaucoup plus compétitif et pour nous, c'est devenu beaucoup plus difficile de faire de la croissance. Et tous nos chiffres étaient basés sur de la croissance. Donc, faire face à de la décroissance, ça a été encore plus difficile. Et pour une personne qui avait bâti une carrière en croissance, je me suis ramassée très dépourvue, donc très bien entourée par nos financiers, par notre conseil d'administration, par mon équipe de direction. Mais je pense qu'au final, ce que moi, je me dis, c'est que si j'avais agi probablement plus drastiquement et plus rapidement sur beaucoup de décisions, mais tu sais, la fameuse peur, peut-être que l'avenir de Cookit aurait été différent. Mais quoi qu'il en soit, ce que j'ai compris depuis ce temps-là, c'est que l'entrepreneuriat, c'est un jeu d'échecs à 8 niveaux que tu joues. Et si j'avais bougé mon fou en A4, peut-être que le jeu aurait été complètement différent. Fait que c'est un peu difficile aujourd'hui pour moi de me dire, si j'avais fait ça, tu sais, ça aurait été différent. Je sais pas. Je bois tes paroles. Et finalement, ce qui s'est passé pour les gens qui écoutent, finalement, ce qui s'est passé, c'est que le 6 février 2023, donc 6 mois après en fait, nous, parce que tout s'est passé très rapidement, donc en fait, on faisait des prévisions financières, un forecast pour calculer le runway, donc savoir combien d'argent on avait pour survivre. Et on faisait ça à chaque semaine. Donc, j'avais quand même une bonne équipe finance. On était accompagnés de nos partenaires financiers qui avaient aussi des experts sur le dossier. Et la dernière d'août, à chaque année, on était comme à 70% de notre chiffre d'affaires hors saisonnalité. Et quand le mois de septembre, cette année-là, est arrivé, on n'a pas retrouvé la croissance, donc on n'est pas revenu aux 100% comme on l'avait connu historiquement les 9 années précédentes. Et ça, pour nous, c'est venu tout changer. Donc, cette semaine-là, le mercredi matin, à 7 h, quand on voit les ventes rentrer, parce que c'est une plateforme d'abonnement, donc tous les mercredis à 7 h, on voit les ventes rentrer.
On a un choc. Dans l'avant-midi même, on refait le forecast. Et là, on n'a plus du cash pour survivre jusqu'au mois de mai. Parce que nous, ce qu'on prévoyait, c'est qu'on a du cash jusqu'au mois de mai. Donc, on est en discussion avec nos partenaires financiers, d'autres partenaires financiers. On le voyait que ça faisait quand même 2 ans que la situation était plus complexe. On avait fait quelques restructurations à l'interne. Mais ce mercredi matin-là, finalement, ce qu'on apprend, c'est qu'en refaisant les chiffres, c'est qu'il nous reste 1 mois et on va péter aux frettes. Donc, après ça, tout va devenir compliqué. Et là, s'ensuit un branle-bas de combat pour trouver des experts pour nous aider à OK, c'est quoi le plan à partir de maintenant? Donc, on a parlé avec les Big Four, là, les EY de ce monde, des avocats, des gens qui sont experts en restructuration pour voir c'est quoi les options. Donc, une grosse courbe d'apprentissage là parce qu'on est très peu éduqués pour affronter ces situations-là. Surtout quand c'est ta première business. Et l'équipe a fait un travail extraordinaire pour faire en sorte que quand on a vendu l'entreprise 6 mois plus tard environ, donc le 6 février, on a été capable de toffer jusque-là. Et ça, c'est vraiment l'équipe qui a accompli des choses exceptionnelles. Mes warriors, comme je les appelle. Et donc, on a vendu les actifs à un compétiteur et on a placé le reste sous la loi de la protection de la faillite. Donc, le 6 février au matin, on s'est présenté devant le juge, puis on lui a dit, voici tous les scénarios qu'on a étudiés. Le seul scénario, c'est celui-ci. On a essayé tous les autres scénarios possibles, de restructurer l'entreprise nous-mêmes, de cogner à la porte de nos financiers actuels, de trouver d'autres financiers. Moi, c'est ça que j'ai fait avec mon CFO pendant 6 mois. Et quand on s'est présenté devant le juge, c'était voici. Et on considère que c'est la meilleure solution pour les employés qui 100% gardaient leur travail, pour les fournisseurs que oui, ils ont perdu 2-3 semaines de facturation qui est passé dans la faillite, mais au moins, ils pouvaient continuer à avoir un fournisseur qui leur apportait quand même un grand volume pour le brand. Et donc, moi, le 7 février, j'étais chez moi et soudainement, avec un calendrier très, très vide. Ouais, c'est ça. Comment Mon tu Dieu. sais, le 7 février, là, tu te réveilles chez toi? T'es dans quel état? Est-ce que tu le réalises? T'es-tu dans des phases de deuil? On dirait que c'est ça qui me tricotait vraiment quand je préparais l'épisode. Je suis comme, comment je me réveillerais le lendemain si mes cliniques, admettons, faisaient faillite. Puis là, j'étais rendue à comme le mardi matin. Qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce que je fais? Je pars de où? Je travaille sur moi ou je monte tout de suite une autre entreprise? Ou... Ouais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand ce jour-là arrive, le 7 février, moi, ça fait 2 ans que je dors plus, là. Fait que... Tu fais la grasse matinée. Pardon. Après la première non. journée. Non. J'ai passé quand même une bonne année et demie. Tu sais, ça fait un petit peu plus que... Ça doit faire 1 an et 9 mois, mais j'ai quand même passé 1 an et demi après à me réveiller à 4 heures du matin. Parce que quand tu es habitué de te réveiller à 2 heures du matin, comme en train de jongler avec tes affaires, ça reste là pareil. Mon système nerveux était comme ça, là. Ouais. Donc, pour les gens qui écoutent à l'audio, là, Crispé. voilà. Et je pense que l'erreur que j'ai faite, c'est très personnel, mais je pense que l'erreur, c'est de pas être... J'ai pas été très bienveillante envers moi-même, dans le sens que je me suis dit, OK, go, qu'est-ce que je fais? Essayer de rebâtir, sans prendre en considération vraiment le fait que t'es pas en état de rien faire présentement, là. Tu sais, comme, pourquoi tu sais, comme, relax. Puis l'affaire, c'est ce que je faisais pareil, sans m'accorder le droit. Fait que c'est ça qui est... C'est ça que, tu sais, si je regarde mon parcours post-coquillette, c'est ça que je m'en veux comme... Puis là, c'est ça non plus, c'est pas bienveillant. Fait qu'à un moment donné, ça Tu t'en veux de ne pas avoir finir. été bienveillante, de pas être bienveillante, de ne pas avoir été bienveillante. Mais en fait, je m'en veux pas. Mais c'est juste que quand je regarde ça, c'est la journée que j'ai vraiment pris conscience, puis ça, c'était au mois de mai cette année, donc il y a 4 mois, c'est la journée où j'ai pris conscience que là, arrête de faire à semblant là, que c'est correct, que non. Tu sais, là, rends les armes pour de vrai, comme
ça faisait 1 an et demi que je travaillais sur un autre projet entrepreneurial, que je ne prenais pas action, que je me lançais pas officiellement. Donc, je faisais tout le temps toutes les étapes jusqu'à temps que tu dois prendre une décision, puis là, tu commits, là. Mhm. Puis ça, c'est ce que beaucoup d'entrepreneurs qui veulent se lancer, comme il y a quelque chose qui les prévient de se lancer. Ben, au final, moi, j'ai compris que c'était ça. C'est que il y avait des affaires à régler de mon côté et je devrais prendre ce temps de pause-là, vraiment juste de prendre ce temps de pause-là. Puis la manière qu'au final, 1 an et demi plus tard, j'ai comme décidé d'essayer de m'en sortir, c'est en passant par la créativité, le vide et la créativité. Donc, faire face au vide, apprendre à être seule, pour laisser place à l'ennui. Mm. Et l'ennui a donné place à la créativité. Mais pour ça, ça a été de passer une couple de temps tout seul, d'essayer d'arrêter de remplir avec des affaires que j'étais pas alignée avec, de me décrocher de mon téléphone parce que c'était pas vraiment du temps seul avec moi-même durant ce temps-là et je me ramassais pas face à moi-même, de pleurer beaucoup de choses. Et une fois que tout ça, ça a été beaucoup de braillage, beaucoup de colère sur des vieilles affaires, sur des affaires plus récentes. Là, à un moment donné, a fait place à le vide. Le vide est arrivé l'ennui. L'ennui est arrivé la créativité. Puis mon moral est revenu officiellement. Puis j'ai pas passé 1 an et demi à brailler, là. Tu sais, on me croisait dans la rue, j'avais de l'air bien correct, dans un 5 à 7. Tu sais, je disais peut-être pas les choses les plus hop la vie, mais tu sais, j'étais funny, j'étais moi-même pareil. Mais c'est juste quand moi, je me retrouvais face à moi-même que je le savais que ça allait pas. Il y a quelque chose que je veux dire depuis le début. Mon Dieu, aujourd'hui, ma voix, ma voix roche. Que j'ai eu une émotion quand tu l'as dit, puis il faut que je te le partage. Mais moi, c'est Coquette qui m'a appris à cuisiner. Oh! Fait que j'ai entendu ça, puis j'étais comme, ah, c'est vrai. Moi, c'est tout le temps ça que je dis, parce que j'adore cuisiner aujourd'hui. Oui. Puis je pense que je cuisine bien. Puis quand que les gens me demandent comment j'ai appris à cuisiner, je dis que c'est Coquette. Ah, c'est vrai. En tout cas, bref. Mais c'est vrai, hein? Donner ce témoignage, ça m'a mis émue que tu sois devant moi. Puis je suis comme, ah, à cause de toi, j'ai appris à cuisiner. Mais c'était ça qu'on essayait de faire. Ben vraiment. Parce que les chiffres le montrent, les gens n'aiment pas cuisiner. Ouais. Donc, il y a les gens qui adorent cuisiner, puis sinon, après ça, il y a tout le reste. Ouais. Et ça, c'est beaucoup de monde. Puis là, les chiffres sont rendus trop loin dans ma tête. Là. Je les maîtrisais très bien avant. Et nous, étrangement, c'est drôle. Mais en tout cas, mais merci pour ton commentaire. Ben, c'est ça. Non, mais bref, c'est... Je repartais sur la cassette de Coquette. Là. Ben, moi, j'adore. On peut parler de Coquette autant, parce que là, c'était la belle histoire de A à Z, mais là, ça m'a amené des questions. Là. Si vous vous dites, crime, les filles sont tellement bien habillées aujourd'hui, ben, c'est parce qu'on porte du Girl Crush. Puis si vous savez pas c'est quoi Girl Crush, ben, vous vivez en dessous d'une roche. Les outfits de Girl Crush, c'est mes outfits préférés. Ça fait tellement longtemps que vous savez que je supporte cette entreprise, qui est une entreprise qui a pour mission de miser sur l'unicité de chaque femme, d'offrir de l'inclusion le plus possible, d'inspirer et de transmettre des messages positifs. Donc, ça matche parfaitement avec la mission de elle également. Leurs vêtements sont produits à partir de matières qui sont durables, de qualité. C'est des vêtements qui sont confort, abordables et inspirés des dernières tendances. Donc, maintenant, vous savez où aller magasiner. Leur site web, c'est girlcrushgang.com et on a caché un petit code promo dans la description de l'épisode. Sur ce, je vous laisse au reste de l'épisode d'aujourd'hui. Parce que, tu sais, je pense que je veux savoir aussi, en tant qu'entrepreneur, ouais. puis en étant dans le milieu de l'entrepreneuriat et tout, ou même personnellement, j'ai l'impression que c'est pire personnellement, mais le mot faillite, c'est comme le pire mot que, tu sais, on dit là, que c'est worst case scenario, là, comme... mais plus personnel. On ne parle pas beaucoup comme entrepreneurial, j'ai l'impression. Mais au final, c'est une solution comme une autre. Puis, je t'intéressais de savoir ton thought process par rapport à ça, puis comment que tu as apprivoisé la fête. Tu sais, comment tu as apprivoisé cette solution-là, parce que là, vous étiez tellement, puis t'étais comme la courbe d'apprentissage était intense, mais en dedans de... C'est très, très, très rapidement, il a fallu que comme tu évalues soudainement des options comme ça. Comment tu as fait pour apprivoiser cette solution-là? Mais j'ai envie de te poser une question. Quand tu entends le mot faillite, c'est quoi les émotions que tu es capable de rattacher après ce mot-là? Ben, c'est que je me dis,
mettons, pour moi, c'est de la peur parce que, mais c'est ça, c'est parce que là, je sais pas grand-chose sur la faillite entrepreneuriale, mais mettons la faillite personnelle, je suis comme si je fais une faillite personnelle, je pourrais pas m'acheter une maison, je pourrais pas me louer un char, tu sais, comme soudainement, t'es comme un peu sans recours, puis c'est comme la dernière option que tu peux faire. Mais j'ai des gens dans mon entourage qui ont déclaré faillite, des faillites personnelles, puis tu sais, ils vont très bien aujourd'hui. Puis là, c'est ça, tu sais, en entrepreneuriat, c'est quand même plus une solution qui est. Mais on dirait que même ça, je connais pas vraiment l'impact que ça a. Puis moi, j'ai une entreprise incorporée, là, une société par action. Fait que je suis comme, tu sais, qu'est-ce que ça représente? Comment apprivoiser ça? Je pense que du point de vue humain, que je vais parler personnellement, mais je pense que sociétalement aussi, je pense que la faillite est beaucoup associée à la honte. Hmm. Et la honte, c'est probablement l'émotion qui est le plus endommageable, mettons, pour notre système. Pensons aux choses qu'on a honte, on a tendance à pas trop en parler, on les garde pour soi-même. Et moi, une de mes idoles, après Stephen Bartlett, comme je vous disais hors caméra, c'est Brené Brown. Et Brené Brown, elle parle beaucoup de « share your shame ». Et pour moi, c'est un gros moteur de communication parce qu'on parle pas assez des trucs qui nous font honte. Avais-tu honte de ta faillite? Ah, ben 100%. Je sais même pas si j'en suis libérée nécessairement de cette honte-là. C'est très... tu sais, juste tantôt, je vous ai dit, tu sais, les fournisseurs, ils ont peut-être manqué 2-3 semaines, mais au moins, ils ont pu continuer. C'est quelque chose qui est... tu sais, qui te reste dans la tête pareil. Ton premier réflexe, c'était de faire sûr que tout le monde allait être Mais correct avant toi. c'était d'essayer de... Dans cette situation-là, c'est quoi le meilleur scénario possible qu'on peut essayer de faire? Puis on s'est battu coûte que coûte pour le trouver. Donc, tu sais, la journée que moi, j'apprends, parce que je l'apprends, c'est quand on s'assoit avec EY qui nous disent pas beaucoup d'autres options que ça rendu là. Mais là, il y a plusieurs options. Donc, soit tu peux faire... Je vais te couper. Oui. Mais est-ce qu'on peut expliquer c'est quoi une faillite? Parce que je suis comme... Pour les gens qui nous écoutent, c'est quand même pertinent. Et pour moi, là. Aussi pour moi. Mais comme, tu sais, dans le sens, concrètement, ça représente quoi? OK. Ouais, excuse, c'est peut-être Donc, une question en fait, coupée, mais la faillite, là, je ne sais pas si je vais être sûrement un des Big Four serait mieux placé que moi pour en parler. J'ai confiance en Une toi. faillite, c'est un mécanisme qui existe pour essayer de préserver la pérennité d'une entreprise ou d'un particulier dans un cas où, là, son bilan, ça ne marche plus. Donc là, tu as trop de dettes. Il n'y a aucune chance que tu réussisses à t'en sortir. Aucune. Donc, pour éviter qu'on enlève les gens puis qu'on les mette à la poubelle, ou les entreprises aussi, bien, ce mécanisme-là existe. Et donc, c'est ça. Donc, quand tu lances une société, un Inc., tu, en tant qu'humain, deviens un peu... mais c'est important que tu es ton entreprise, mais c'est quand même important qu'elle soit détachée de toi. Ouais, c'est ça, c'est détaché de toi. Mais, donc là, moi, par exemple, les options qui s'offrent à moi, puis je pense que c'est pas mal toutes les options, là. Donc, quand tu vas voir un conseiller financier, un comptable, un fiscaliste, peu importe, quelqu'un qui a une expérience précise en restructuration, parce que c'est quand même une expérience qui est très nichée. Hein. C'est pas tout le monde qui s'y connaît nécessairement dans une spécialité. Donc, par exemple, nous, avec Cookit, les scénarios qui s'offraient devant nous, c'était soit qu'on annonce la faillite et que là, ensuite de ça, on trouve une solution. Donc là, Donc, je vais prendre l'exemple de Juliette et Chocolat. C'est ça qui s'est passé. Je ne sais pas si on se souvient, Juliette. Juliette a placé l'entreprise sur la loi de la protection de la faillite. Et ensuite de ça, un auditeur, donc un comptable, a été mis en charge de trouver des solutions possibles sur qu'est-ce qu'on fait pour essayer de sauvegarder cette entreprise-là. Et dans le cas de Juliette et Chocolat, ce qui s'est passé, c'est que Juliette, elle a racheté une certaine partie des actifs. Donc, les actifs pouvant être le brand, pouvant être le real estate, s'il y a du real estate, pouvant être l'équipement. Donc, tout ce qui peut t'appartenir, qui peut appartenir à l'entreprise, qui a de la valeur.
OK. T'es passif, ben tes dettes, il n'y a pas grand monde qui va les acheter. Non, Fait c'est que nous, ça. c'est ce qu'on a fait dans le cas de Cookit, c'est qu'on a vendu les actifs, OK. donc tout ce qui avait de la valeur, à un compétiteur, et tout ce qu'eux, ils ne voulaient pas acheter, même les contrats. Tu sais, des fois, tu signes des contrats, comme nous, on avait un contrat avec Salesforce de 5 ans. Évidemment qu'eux, ils ne le voulaient pas, mais on avait un contrat pour un ERP, ils ne le voulaient pas. OK. Donc, il y a beaucoup de contrats où tu les signes quand ça va bien, quand ça va moins bien, que là, tu te ramasses avec ta facture de 50 000 comme pogné avec. annuelle. Ben là, tu sais plus quoi faire, mais tu es pogné. Tu peux pas rien faire avec ces maudits contrats-là. Quand tu places une entreprise sous la loi de la protection de la faillite, tu as le droit d'inclure ces contrats-là. OK. Donc, c'est vraiment pour aider à restructurer l'entreprise. Fait que, mettons, prenons un Guzzo de ce monde ou un Aldo ou des entreprises qui ont beaucoup de real estate. Ben pour eux, de placer l'entreprise sous la loi de la protection de la faillite, c'est aussi une opportunité de résilier les bails dans les endroits qui ne marchent juste pas. Donc, toi, en tant qu'entrepreneur, tu te dis, je vais signer un bail à telle place, ça va bien marcher, mais au final, tu vends 2 piastres et 3 quarts à chaque mois dans ce bail-là, puis il t'en coûte 3 000 par mois. Ça fait pas de sens, mais tu peux pas aller voir le propriétaire puis lui dire, ben écoute, ça marche pas. Ouais. Oui, mais t'as un bail. Fait que tu es obligé de continuer à le payer, sinon, ben, ça part en poursuite et tout. Puis là, au final, ce que la plupart des entrepreneurs vont faire, c'est, ben, je vais continuer, je vais essayer de faire ça marcher, mais là, tu vois ton 3 000 qui descend tous les mois. Fait qu'il y a une entreprise comme Aldo qui a beaucoup de... Fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de ces entreprises québécoises-là qu'on Aldo a connaît. fait faillite. Il y a beaucoup d'entreprises québécoises qui se sont placées, Stokes, Labbé, il y a beaucoup de compagnies, particulièrement dans le real estate, les compagnies qui ont des commerces de détail, qui ont de l'immobilier. Pour Physique, eux, ça coûte cher. ça coûte cher. Puis c'est une très bonne façon, mettons, de t'en sortir. Fait que là, nous, on avait l'option, soit on place l'entreprise sous la loi de la protection de la faillite, mais nous, dans ce cas-ci, c'est que tu essaies de le faire discrètement, mettons, mais il y a des journalistes qui regardent sur le site du Canada, la loi de la protection de la faillite, à tous les jours pour voir s'il y a des cas. Fait que tu le sais que tu ne pourras pas le garder pour toi-même parce que ça va sortir dans la presse le lendemain matin. Et si nous, ça sortait, ben à ce moment-là, on est une business d'abonnement. Donc, les gens auraient paniqué. Oui, mais là, si ma carte de crédit est chargée le mercredi matin, est-ce que je vais recevoir ma boîte le lundi? Donc, pour nous, de placer la loi de la protection de la faillite avant d'arriver avec un scénario plausible, ça aurait été beaucoup trop dommageable. Puis là, déjà qu'on avait de la difficulté avec les ventes, moi, mon estimé, c'est que 30 des gens, puis on n'aurait pas eu le choix de l'adresser, nous non plus. En tant qu'entreprise, on n'aurait pas eu le choix d'envoyer un courriel à nos clients pour l'expliquer. Mais après ça, es-tu prête à prendre ton 100 $ d'épicerie de ta semaine puis de l'envoyer à une compagnie que tu n'es pas sûre s'ils vont t'envoyer ta bouffe? Ouais. Moi, je ne l'aurais pas fait. Donc ça, on l'a discarté de la table assez rapidement. Et même pour nos fournisseurs de solutions, un autre truc pourquoi on a décidé de ne pas prendre cette option-là, c'est pour, mettons, ton Stripe de ce monde ou tous tes fournisseurs de paiements électroniques, eux, ils ont des délais avec, mettons, nous, ils nous payaient en l'espace de, je pense qu'on était rendu à 2 jours. Mais je sais que la plupart des entreprises, tu vas recevoir la transaction passe sur la plateforme, tu vas recevoir ton argent comme 4-5 jours plus tard. Fait que, ça aurait changé. Ils auraient demandé une caution. Fait que juste là, juste avec eux, ce qu'on avait identifié, c'est que durant qu'eux, ils changeaient leurs conditions, ben, ils auraient gardé tout l'argent parce qu'eux, ils doivent se protéger. Ben oui, si eux, ils facturent aux clients, que nous, on n'envoyait pas les boîtes, puis qu'eux, ils doivent se ramasser à rembourser tous les clients parce que tout le monde qui cancelle ses transactions sur sa carte de crédit. Puis là, ça devient... Bon, fait que là, cette solution-là, on ne l'a pas gardée. Puis on avait quand même la chance d'être informés assez rapidement de la situation. Comme on la regardait tellement attentivement, la situation financière, qu'on était très au courant de ce qui était en train de se passer. Une autre option qu'on a regardée, c'était de nous-mêmes racheter l'entreprise. Donc là, ce qu'on a fait avec les aviseurs, c'est qu'on a fait un prospect et on l'a envoyé à tous les acquéreurs potentiels. Puis là, c'était très large. Là. Il y avait une 50aine de personnes sur cette liste-là. Ça allait de métro à n'importe comme les compétiteurs directs. Quand tu dis prospect, c'est comme on est à vendre. On est à vendre. Voici ce qui est à vendre. Voici ce qui est à vendre. OK. Est-ce que vous avez de l'intérêt? OK. Et
Et rapidement, il y a un compétiteur qui a quand même démontré de l'intérêt, un autre compétiteur qui a démontré de l'intérêt. Ça a été compliqué. Ils ont démontré de l'intérêt. En tout cas, ça a été 2 mois là, de cauchemar. Cauchemar total. Fait que c'est pour ça que le 7 février, j'étais très contente, moi, que c'était fini. Oui, c'est derrière toi. Parce que pour moi, ma plus grande hantise, le 23 décembre, Oh mon Dieu, juste avant les fêtes. le 23 décembre, on avait le matin, j'avais encore 2 prospects intéressés et le prix d'achat était ridicule, mais quand même, mon monde gardait leur job. Ouais. Puis je pense que pour moi, à un moment donné, c'est devenu ça la chose la plus importante, c'est que le monde allait garder leur job. Et les 2, dans la même journée, se sont retirés parce que la transaction ne passait pas du côté du conseil d'administration. Donc, les fondateurs, les CEO voulaient le faire, mais le conseil d'administration, des 2 côtés, il y avait des conditions qu'eux, ils n'étaient pas capables de respecter. Parce que même pour eux, ça doit être quand même une décision. C'est une opportunité. C'est une là, c'est opportunité. rapide. Même si le prix est ridicule, c'est quand même un Mais il y investissement a à faire. tellement Fait de que choses là, à ficeler du bord des 2, Ouais. de faire une vérification diligente, donc de te pencher dans les livres, de regarder c'est qui les clients qu'on a en commun, si c'est vraiment une opportunité qui vaut la peine, est-ce que les clients ils vont rester, même si on fait, parce qu'il y a peut-être des clients qui ne voulaient pas faire affaire avec une compagnie. Fait que là, si c'est cette compagnie-là qui rachète, est-ce qu'ils vont rester? C'est quoi la valeur? Qu'est-ce que... Puis tu sais, une entreprise, quand ça fait une acquisition comme ça, tu regardes beaucoup du côté des synergies. Fait que les synergies, ce que c'est, ben on a tel volume de vente, nous, eux, ils ont tel volume de vente. Ça serait quoi la structure organisationnelle, les ressources qu'on aurait besoin pour soit faire fonctionner les 2 brands ou juste transférer les clients vers un brand? Qu'est-ce qu'on perdrait comme volume d'achat? On essaie de l'estimer le plus. Puis là, juste cette question-là, ça prend 1 semaine à répondre en regardant les chiffres, avec 2 experts en finance. Là. Et après ça, c'est OK. Fait que là, mettons, il y avait 2 équipes marketing. Qui je garde? J'ai 2 équipes d'opération, 2 directeurs d'opération. J'en ai-tu besoin de 2? J'ai 2 CFO. J'ai-tu besoin de 2 CFO? Fait que pour nous, il y avait beaucoup de choses que, justement, fait que là, ton plan de match, il faut que tu le fasses de l'autre côté avec très peu d'informations quand le timing, nous, c'était pas une transaction régulière où on peut se reparler dans 2 mois, c'est pas grave. Check tes patentes, finis de livrer tes projets. Non, vous aviez 1 mois de runway. Donc, Fait que au départ, là, fait que... Exactement. Fait que pour eux, ça mettait énormément de pression. Pour nous, on vivait énormément de pression. Fait que le 23 décembre, quand au final, à la fin de ma journée, les 2 potentiels s'étaient retirés, que moi, je savais qu'il n'y avait aucune possibilité avec notre monde. Et là, on ne savait même pas si dans 2 semaines, on allait être capable de faire la paye des employés qui avaient déjà, pour du travail qu'ils avaient déjà effectué. Là, là c'est là où j'ai commencé à plus avoir de fun. Puis au final, les étoiles se sont comme alignées. Les ventes ont été plus fortes qu'estimées. L'équipe a tellement travaillé fort qu'on a eu, tout le monde a mis les bouchées doubles dans la petite gang qui restait. Fait que les dépenses étaient un petit peu moins hautes qu'estimées. Puis c'est comme ça qu'on a réussi. Puis les clients ont été là aussi. Fait que... Ça a été un bon scénario dans un mauvais scénario. Je ne peux pas dire que c'est un bon scénario. Puis il y a beaucoup de monde qui ont perdu. Pour les employés qui étaient là. Depuis longtemps, peut-être. Depuis longtemps. Le choc de la culture d'entreprise. Oui. Nous, on était une gang de créatifs, de passionnés, on regardait beaucoup les chiffres, mais on était beaucoup dans la passion du produit, dans la passion de l'expérience client. On avait développé un réseau avec les fournisseurs de 250 fournisseurs en lien direct que mon équipe d'approvisionnement avait réussi à faire. Il y a beaucoup de ça qui n'est pas nécessairement resté. Il y a beaucoup de gens qui se sont perdus dans cette transaction-là, qui ne reconnaissaient pas Cookit, mais ce n'était plus Cookit. Donc, le brand était Cookit, mais c'était rendu Fresh Prep, qui est la compagnie. Et pour eux, il y avait d'autres forces, de très belles forces. Vraiment, là, comme moi, j'étais très fière que ça tombe entre leurs mains, mais le clash, puis là, mettons, t'es VP quelque chose,
dans Cookit, fait que tu fais partie du comité de direction. Mais quand tu arrives dans la nouvelle entreprise, tu n'es plus VP, tu es rendu comme 2 niveaux plus bas. Tu prends plus les décisions. C'est tellement rough. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui se sont vraiment perdus. Il y a des gens qui sont encore là. L'entreprise va super bien. Le produit, moi, je suis une grande fan du produit. Je reçois du Fresh Prep à toutes les semaines. Très grande fan du produit. Je trouve qu'ils ont fait des belles innovations côté packaging, côté simplicité de cuisiner aussi. Mais ça a été très difficile pour beaucoup de monde. Fait que de dire que c'est le meilleur scénario, je serais pas prête à dire ça. Je pense que les gens réalisent pas toutes les implications d'une faillite et vraiment tout ce qui trotte dans la tête d'un entrepreneur. Comme tu disais, toi, tu penses à ton monde, tu penses aux fournisseurs, tu penses à pas juste toi. OK, j'aurais pu Je nécessairement pensais à faire moi ton aussi, là, soyons franches. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais j'aimerais revenir à quelque chose que tu disais tantôt par rapport à trouver ce vide-là puis essayer d'être vraiment seul avec toi-même. Je trouve que c'est quelque chose qu'on parle souvent, où les gens qui ont de l'anxiété, on se fait dire, tu sais, il faut vraiment que tu sois seul avec toi-même. Mais concrètement, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que c'était à l'aise d'en parler, mais Absolument. t'es-tu allé consulter en psycho? T'as-tu fait un voyage? T'as-tu fait une retraite? T'es-tu resté à fixer le mur chez vous à attendre que les larmes arrivent? Tu sais, je sais pas si c'est clair, là. Ouais. Donc, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est parce que, tu sais, puis ça, on n'en a pas parlé, mais c'est qu'en même temps que tout ceci se passait avec Cookit, je vivais une séparation aussi du père de mon fils. Fait que là, toute ma vie implosait. Et là, c'est ça. Fait que là, d'un point de vue business, j'étais comme, faut que je relance une business, faut que je relance une business, faut que je relance une business. Je vivais beaucoup de déception par rapport avec moi-même parce que je lançais pas de business. Et d'un point de vue relationnel, un deuil d'une séparation, j'ai underestimate aussi le temps que ça prenait. Oui. Et je suis rentrée dans une autre relation avec quelqu'un qui était aussi en rupture, en deuil, en apprentissage. C'était une super de belle relation, mais qui n'a pas réussi à calmer mon système nerveux parce que d'entrée de jeu, il n'était pas calme. Donc, ça a été comme juste d'essayer de mettre des plasters sur des choses que j'étais pas nécessairement prête. Parce que c'était pas la meilleure version de moi-même qui était dans cette relation-là, puis d'essayer de bâtir une entreprise aussi simple que ça. Et donc, un jour, j'ai eu la chance de faire une activité avec un groupe d'entrepreneurs très proche à moi. Et on a fait une méditation guidée où on parlait à la version de nous dans 10 ans et on pouvait lui poser des questions. Euh, j'ai pas eu de fun. J'ai pas eu de fun parce que ce que je voyais dans 10 ans, c'était beaucoup de tristesse, de solitude. C'était beaucoup de gris. C'était pas la Judith, tu sais, la Judith d'avant. Elle était pétillante, elle faisait des affaires. Mais ça, tu sais, la Judith, alors, à ce moment-là, au mois d'avril, elle l'overthinkait tout. Tu sais, fait que c'était pas... Ouais, c'était pas le fun ce que j'ai vu. Et c'est là, pour moi, ça a été ça mon élément déclencheur, où ce que je me suis dit, en fait, si tu continues comme ça, comme tu es à l'heure actuelle, ben dans 10 ans, c'est vraiment ça qui va se passer, fille. Et là, ça a été ça a été comme ma première prise de conscience d'arrêter de me mentir, que ça allait pas bien, puis qu'il fallait que je change les choses. Donc là, ça a été de me sortir de toutes les choses où ce que j'étais moins alignée. Donc, moins alignée, mais que j'aimais quand même des cercles d'amis, la relation. Donc, tu sais, de remettre comme tout ma vie à plat. Et là, c'était très ironique parce que je voyais de la solitude dans mon futur. Et en fait, je disais bye à des gens. Fait que là, j'ai vu encore plus de deuil. Là, j'ai vraiment eu de la peine. Là, puis là, je me suis rendu compte que justement, le deuil avec le père de mon fils, je l'avais pas fait. Je sais même pas si je l'ai fait au grand complet encore aujourd'hui. Et là, j'écoutais beaucoup. J'avais pas d'autre chose à faire. J'ai eu cette chance-là. J'avais pas d'autre chose à faire que d'essayer d'écouter mes réactions. Fait que j'avais beaucoup fait de recherches sur
le développement personnel. Fait que j'étais vraiment forte dans intellectualiser mes réactions, mais de les vivre puis de les process et que j'étais pas bonne. Fait que... qu'est-ce qui te motive? Ben, toute l'histoire, je trouve ça. Mais on dirait, ben non, mais je vais pas pleurer, gang. En plus, tantôt, on est genre, on va ranger les mouchoirs, on va pas pleurer. Je pleure pas, gang. Mes yeux sont encore. Non, non, mais je trouve ça beau comme process. Puis ça a été beaucoup. Moi, cette année a été beaucoup axée sur le développement personnel et tout. Fait qu'on dirait que ça me rejoint beaucoup. Tout simplement. OK. Oui. Mais fait qu'au final, c'est ça, ça a été. Puis je me suis mis à pleurer des affaires que j'avais long overdue, mettons. Tu sais, aller au fond des choses avec mon histoire familiale, de finalement, tu sais, connect the dots au complet, puis de finalement finir ce process-là. Puis après ça, ce que j'ai fait, ben, c'est que j'ai décidé de faire un épisode de balado là-dessus. Et là, j'ai appelé Mariannick Boisvert, qui est une femme que je suivais depuis une dizaine d'années sur les médias sociaux, qui est une femme qui a à peu près 10 ans de plus que moi et qui, de ma perception des médias sociaux, elle n'a pas de chum, elle n'a pas d'enfant, qui vivait une très belle vie, selon mon humble avis. Fait que moi, je l'ai appelée, j'ai envoyé un voice sur Instagram, puis j'étais comme, je pense que j'ai le goût de faire un épisode sur la solitude parce que je n'ai jamais appris à être seule. Pour moi, la solitude, c'est pas mal la chose qui me terrorise le plus au monde. Puis là, j'ai 42 ans, à un moment donné. Puis au final, moi, ce que j'allais chercher avec elle, je voulais comme qu'elle m'explique comment elle remplissait sa vie. Et là, on va prendre un verre en préparation de notre épisode. Donc, on s'est dit, on va se faire un premier meeting un mois avant. On va travailler dessus l'épisode pendant un mois, chacun de notre bord. Puis après ça, on va en parler. Et on va prendre un verre. Puis là, je suis comme, fait, comment tu fais pour organiser ta vie pour pas être seule? Puis elle est comme, mais non, la solitude, c'est magnifique. Moi, je me souviens que je repars de ce drink-là, puis je suis comme, mais non, c'est pas ça que je voulais, là. Tu sais, comme, sa maudite solitude, là, j'en ai rien à foutre, puis c'était pas ça que je voulais. Puis elle a planté une graine chez moi. Aussi, je me suis dit, ah, intéressant. Peut-être que si j'apprends qu'à être seule, que je suis en sécurité émotionnelle avec moi-même, peut-être que ça va m'aider à prendre des meilleures décisions dans mon futur, particulièrement par rapport à ma vie personnelle. Ouais, j'ai bien de la misère avec ma régulation émotionnelle. Clairement pas réglée d'ailleurs, là, mais... Je pense que c'est un life process. Ouais. Mais puis au final, en préparant cet épisode-là, elle est venue répondre à beaucoup de mes questions. Et cet épisode-là, je pense que c'est un de mes épisodes préférés de balado qu'on a fait. Parce que pour moi, c'était vraiment ça, c'était share your shame, d'admettre publiquement que, tu sais, dans l'épisode, j'en parle, hein, on est au mois de juin, ça fait 3 fins de semaine de suite que je passe toute seule. Pas trop d'invitations. L'équipe a fait un clip comme qui disait que je dis ben moi j'ai organisé des affaires toute ma vie, puis là depuis que j'organise plus d'affaires puis que genre j'ai pas la force mentale puis l'énergie d'organiser, ben turns out que je me fais pas inviter à tant de choses que ça. Quand ils ont publié ce clip-là, j'étais comme mais c'est des craqués mentaux, j'ai même pas accepté la collaboration. Mais ce clip-là, le retour a 2 millions de vues. Mais oui, c'est vraiment une expérience universelle. Genre, c'est ce que j'ai discuté avec ma sexo hier par rapport à mes week-ends. Ouais, qu'est-ce que... Parce que j'habite toute seule en ce moment. OK. Puis, ben, je suis en couple, mais on est à distance. Ouais. Puis je suis comme d'être... Jasper. C'est ça? Oui, exact, à Jasper. Genre, she knows, mais... Puis, tu sais, l'année passée... Ben, en fait, ça fait des années que je suis en couple. Puis les week-ends, surtout quand on est à deux ou quand on est en famille ou quand on est proche de la famille, etc., ça se remplit. Là, t'es booké, tout le monde est booké. Mais là, j'habite toute seule. Ma famille n'est pas dans ma ville. Ils sont à Gatineau. Je suis plus en... je suis en couple, mais j'ai plus quelqu'un avec moi 24/7. Puis là, je suis comme... Ouais, hein? Et puis là, tout le monde est comme, on est tellement booké. Puis tout, je suis comme, moi, j'ai aucun week-end de planifié jusqu'au 17 octobre en ce moment. Mais tu sais, ça fait déjà comme une couple de semaines.
Puis là, mon premier réflexe, c'est d'être absolument genre, détruite de ça. Il n'y a personne qui m'aime, j'ai pas d'amis. Ouais, honteuse même. C'est ça, là, ça n'a pas de bon sens. Tout le monde fait des affaires tout le week-end, moi, je fais rien de mon week-end, etc. Puis, après ça, c'est de juste de shifter son mindset. Puis là, je suis en train de travailler sur, de planifier d'avance mes week-ends, de faire qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qu'on pourrait faire, c'est quoi les activités et tout, mais aussi d'accepter que, moi, je suis à 100 000 à l'heure, j'ai 4 jobs, j'ai une entreprise, j'ai une vie sociale active quand même, là. D'accorder moins d'importance au fait que le samedi, j'ai pas de plan, puis de l'enjoy à la place. J'ai pas d'enfant encore. À un moment donné, je vais être comme, s'il vous plaît, donnez-moi un week-end de libre, là. Je sais pas pourquoi j'en profite pas. Mais tu vois, pour moi, ce qui a été le plus bénéfique, ça a été ma maudite petite voix. Puis Mariannick, elle me demande dans l'épisode, puis elle me dit, tu sais, comment ça se passe, mettons, dans ta tête, dans ces moments-là? Ben, je suis genre, je fais mon lavage, je me dis que je suis une loser, personne m'aime. Je mets mon linge dans la sécheuse, je me dis, je suis une loser, personne m'aime. Je descends en bas, je me dis, je suis une loser, personne m'aime. C'est tellement violent ce que je me disais. Et de la flaguer, de me dire, ben non, c'est important de passer du temps seul. C'est propice à plein de choses. Tu sais, justement, tu sais, comme, mettons, moi, j'ai un horaire super flexible. Fait que, mettons, moi, souvent, une des affaires que je faisais, genre, c'est que je me disais, tu sais, cette semaine, j'ai été bien occupée à gauche et à droite. Samedi, dimanche, ça va me donner le temps de travailler. Mais des fois, ça ne te tente pas toujours. Ouais. Puis là, finalement, fait que là, tu t'es rien booké parce que tu t'es dit, finalement, je vais travailler. Puis finalement, ben non. Puis là, tu es sur Instagram, puis tu vois tout le monde qui a une Oui, vie. c'est ça. Oui. Puis t'es genre, eux autres, ils font du bateau, cool. Eux autres, ils font un party, cool. Bon, mais cool. Moi, rien. On a le même week-end. Fait que... Est-ce que tu as commencé à apprécier ces moments de solitude-là? J'adore! Okay. J'adore! J'ai changé tout mon mindset. C'est quoi la recette? La petite voix. La petite voix. D'apprivoiser la petite voix. Faut que tu lises le livre, si tu l'as pas encore lu, Fierce Self-Compassion. OK? Je l'ai pas fini. C'est un livre que je trouve quand même très dense en information. Il est pas petit, mais je change volontairement ma petite voix dans ma tête. Puis on le travaille avec ma psy. Puis des fois, je me dis des affaires puis je le crois pas, là. Puis je le dis, puis je le dis. Puis maintenant, je book des moments dans mon horaire. J'avais comme un moment par semaine que je voulais mettre justement pour juste moi seule. Maintenant, je suis rendue avec un moment par jour. Ouais. Puis je l'atteins 80% du temps environ. Ouais. Mais tu vois, j'ai reçu Louise Sigouin au balado la semaine passée. Quelle femme. Et elle me disait qu'à tous les jours, sans faire de la méditation, mais qu'elle prenait son petit moment pour faire son check-in avec elle, comment je vais. Ouais, c'est ça. Comment je vais. Puis pas dans le but d'essayer de se fixer au peu importe, mais juste d'en prendre conscience. Comme ça, quand elle allait marcher, comme quand elle partait pour sa journée, elle comprenait un petit peu plus son état d'esprit, comment elle se sentait. Fait que ça lui permettait d'ajuster comme en fonction de ça. Je trouvais ça intéressant. Puis la méditation, c'est quelque chose qui peut être très intimidant pour beaucoup de gens. Ça l'est pour moi. Pourtant, c'est une des choses qui m'a le plus aidée dans les derniers mois aussi. Mais ouais, donc... C'est qu'il y a une différence entre être seule par choix puis être seule par pas par choix, pas par obligation, là, mais tu sais, dans le sens, on veut tout le temps qu'est-ce que l'autre n'a pas. Quand on est go, 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 puis on est comme, je me force à booker un moment seul. Le nombre de fois où est-ce que là, quand j'ai une grosse semaine, je suis comme, moi, tout ce que je veux, c'est être tout seul chez nous, puis écouter écouter Love is Blind, puis genre décanter, puis avoir, tu sais, faire des biscuits, puis prendre un bain, là. Oui. Mais quand que j'aimerais ça, faire quelque chose avec des gens et que les gens sont pas dispo, puis que là, je suis comme, j'ai pas le choix d'être seule chez nous, plus soudainement, écouter Love is Blind, puis faire des biscuits, c'est moins le fun. Non, mais c'est ça. Puis en fait, quand j'étais en couple et quand j'avais mon fils à la maison, puis moi, j'en avais 2 autres avec mon ex. Donc, j'avais les 3 enfants à la maison, puis j'avais mon chum. Les fins de semaine, que ça me tentait pas de rien faire, c'était correct, là, dans le sens qu'on faisait nos petites affaires, puis on allait faire l'épicerie. Il n'y avait pas cette violence psychologique là, que je me faisais. Mais quand je me suis ramassée célibataire,
soudainement de passer une journée comme un samedi en pyjama parce que ça me tente pas de faire grand-chose, parce que j'ai pas envie d'aller dans un resto ou dans un musée. Je suis super active, je fais plein d'affaires. Mais il y a des moments où ça me tente juste pas. Pourquoi là, cette violence-là, elle embarque? Juste parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est comme dans la pièce d'à côté qui, lui, fait ses trucs? Ouais. C'est fou la différence. Et une des choses que je fais aussi maintenant, c'est que quand je commence à me sentir seule, en fait, 2 choses. Quand je commence à me sentir seule, je sors dehors. J'ai la chance d'habiter sur le plateau Mont-Royal, à côté de la rue Mont-Royal. C'était piéton cet été, c'était génial. Juste d'exister en présence d'autres humains, de prendre un café, de les regarder vivre. Même pas, je leur parlais même pas. J'avais pas envie de leur parler. Mais juste les regarder vivre. Hey, tu sais, vous avez un balado, vous autres, là. Combien d'heures on passe à parler par semaine? Oui. Dans le sens que, comme. Là, c'est très niche comme conversation, là. Non, mais c'est vrai. Mais fait que, tu sais, c'est pas comme si j'étais en manque de dire des mots, là. C'est même pas ça, là. Mais fait que juste d'exister en fonction d'autres êtres humains. Puis j'avais entendu une statistique que 30% seuls, zéro scientifique, je pense que j'ai vu ça dans un reel sur Instagram, mais je l'ai comme pris. 30% tout seul, 30% entouré d'humains, pas obligé de leur parler, puis 30% avec du monde. Puis si tu n'as pas tes amis proches, ou de t'inscrire dans un cours de cuisine, de t'inscrire dans un cours de yoga où tu n'as comme pas le choix de parler avec quelqu'un, de comme essayer de te faire une activité comme si tu voyageais à l'étranger pour parler avec d'autres humains. On prend une petite pause de l'épisode pour vous parler de ma plateforme qui est Oli Éducation. Si vous êtes un parent de jeunes enfants ou d'adolescents ou encore un adulte de confiance qui veut se perfectionner en éducation à la sexualité, Oli Éducation, c'est la place pour vous. Sur la plateforme, vous retrouvez des vidéos éducatives ainsi qu'un chat avec des sexologues pour répondre à toutes vos questions. Le contenu est présenté selon l'âge de l'enfant et on suit le développement psychosexuel, social et affectif de 0 à 12 ans. Ensuite, on a aussi des services en téléconsultation sexologique, ainsi que des conférences et ateliers dans les entreprises, organismes et dans les écoles. Donc, si jamais vous avez des besoins en éducation à la sexualité, n'hésitez pas à venir faire un tour sur olieducation.com et vous pouvez profiter du code promo BALADO10 pour 10% de rabais sur un abonnement à la plateforme d'1 mois ou d'1 an. Sur ce, de retour à l'épisode. Ouais. On dirait ce qui me trotte depuis tantôt, et je ne suis pas psychologue, là, à savoir, mais je me dis 2 questions, en fait. T'sais, par quoi est-ce que tu te valorises? Et est-ce que tu penses, entre autres avec Cookit, ça a peut-être changé, que ça t'a un peu dénaturé par après ou que ton identité tournait-elle beaucoup autour de Cookit? Oui. Ben, c'est une très bonne question parce que j'ai fait énormément de recherches justement sur ces grandes transitions de vie-là. Ces grandes transitions-là qui sont les séparations, la mort de quelqu'un de proche. De devenir parent, c'est une grande transition de vie, de rentrer sur le marché du travail, de changer de carrière, pas nécessairement changer de job, mais changer de carrière. Puis ce que j'ai trouvé comme donnée intéressante, c'est qu'en fait, les adultes, on en vit environ 6 grandes transitions de vie dans notre vie adulte. Donc, c'est plus commun que ce qu'on aurait tendance à penser. Et que dans ces grandes transitions de vie-là, il y a souvent les mêmes étapes qui se passent. Fait que, mettons, quand on pense à un deuil, on va penser au déni, la colère, la tristesse, la négociation, je ne sais plus trop quoi. Puis, au final, à un moment donné, on va finir par accepter que ton entreprise se mette sous la loi de la protection de la faillite. C'est pas un drame humain à la même hauteur, absolument pas. Il y a quand même des similarités. C'est un deuil. Oui. Et quand, pour moi, mettons, avant, vous m'auriez invité, vous m'auriez dit, Judith, qui es-tu? Bien, Judith, c'est la fille de Cookit. 95% des Québécois qui ne savaient pas j'étais qui, mais c'est comme ça que je me présentais pareil, parce que 93% des Québécois savaient c'était quoi Cookit. Fait qu'ils ne connaissaient pas Judith, mais ils connaissaient fort probablement Cookit. Fait que c'était super facile de me présenter. Ou si tu es un avocat, de rentrer, puis salut, moi, je travaille chez Fasken. Voilà.
Mais quand on te pose la question, quand tu dois te présenter dans ces grandes transitions de vie-là, tu ne sais plus toi-même. Et les données disent que il y a une fin. Après ça, il y a comme, j'en parle tout le temps, mais il y a le messy middle. Le chaos. Où est-ce que tu ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Puis après ça, il y a le redébut, le renouveau. Puis il y a quelque chose d'autre qui arrive. Et cette période de messy middle-là dure en moyenne 2 à 3 heures. Donc, quand on vit une rupture, puis qu'on a comme, même envers nos amis, tu sais, on est comme, tu sais, ton ami, elle vient de se séparer, là, ça fait comme 1 mois, tu l'écoutes pleurnicher pendant 1 mois, puis c'est genre, OK. Tu sais, 2-3 mois après, t'es genre, hey, ça te tente pas, là. Va fourrer quelqu'un, là, je sais pas, là. Fais quelque chose. Mais moi, ces périodes de deuil-là, je me les j'étais jamais accordée là, dans ma vie, là. Mais à un moment donné, à 42 ans, quand tu te dis, bon, mais là, il doit y avoir des affaires que je pourrais peut-être faire différemment si je voulais pas que ça soit tout le temps la même affaire qui se passe dans ma vie. Fait que ce soit une séparation, un changement de carrière, un deuil, une entreprise. C'est des trucs qui arrivent dans une vie qui viennent fondamentalement nous mettre dans une question qui est: qui suis-je maintenant? Puis autant ça vient avec son lot de trucs pas le fun. Tu sais, puis c'est comme, tu es parti d'à quelque part. Tu as commencé à traverser le pont. Tu n'es pas rendu tout à fait l'autre bord. Fait que toute cette zone de flou-là, là, et qui est insécurisante. Puis notre cerveau, il aime pas ben. Tu sais, c'est comme une machine à prédire. Là. Il aime ça, les trucs comme... Fait que oui, il y a comme toute cette portion-là d'incertitude, de je sais plus qui je suis. Mais après ça, il y a aussi les choses positives de ça. Le renouveau. Genre, qui suis-je? Et genre, OK, mais tu sais, comme Judith, c'est plein de choses. J'ai envie d'être qui? C'est quoi ma nouvelle vie? C'est quoi les choses que j'aime? Moi, j'adore le monde des communications, des médias. OK. Ben, parfait. Est-ce que je peux m'investir là-dedans? Est-ce que je peux m'améliorer là-dedans? Est-ce que je peux explorer des affaires dans ce cas-là? Fait que je suis partie d'entrepreneuriat pour là, me lancer plus dans cette industrie-là. Mais la fille de business, c'est jamais très loin. Puis là, elle est comme, tu sais, les questions que je vous posais. Ah ouais, c'est qui? Comment ça? OK, parfait. Ton technicien est payé combien? OK, parfait. Genre, je refais tout le. C'est qui vos fournisseurs, vos commanditaires? OK, parfait. Ah, l'échange de services avec Girl Crush, super bien habillée avec Girl Crush, dans le bureau de Girl Crush. Tout est génial. Fait que je suis tout le temps comme en train de réfléchir à toute cette mécanique-là. Parce que l'entrepreneur, elle est jamais loin. Mais là, j'avais le goût d'explorer d'autres choses. Je suis allée, je m'excuse, j'ai pas le choix de dire ça, je te l'ai pas dit. Je suis allée à une retraite organisée par Marie-Philippe Jean. Je sais pas si tu connais, incroyable humaine que peut-être nous allons recevoir au balado. Je suis allée au Nicaragua avec elle. Ah ouais? Dans une retraite. Je l'adore, cette personne m'inspire fois 1000. Oui. Bref, je suis allée à sa retraite Mouvement et Marée au printemps où j'allais comme pas super bien. Ça m'a tellement apporté, je le recommande fortement si jamais... tout le monde avait comme Je des l'avais choses vu en plus. Ouais, j'ai adoré. Puis à la fin du week-end, à genre 2 reprises, Marie-Philippe est comme... Honnêtement, Kat, j'ai rarement rencontré quelqu'un d'autant business que toi. Puis là, on s'en va à genre un atelier de pilates, puis j'ai un chandail qui ressemble à lui que je porte en ce moment de Girl Crush, qui est comme un crew neck. Comment t'appelles ça? Genre crew neck? Ouais. Je veux pas déformer la commandite. Mais bref, j'avais comme un crew neck avec des petites surfers dessus. Ben, c'est la même type. Ouais, il est incroyable. Je te en recommande. laine un peu. On a un code Mais il est super beau, hein? L15. C'est leur... J'adore. Bref, la fille à côté de c'est moi est ça. comme il est tellement beau ton hoodie. Je suis comme non, mais attends, si tu vas sur notre site, en plus, tu as un rabais de 15 Marie-Philippe est genre Cat abort, arrête, genre arrête. Bref, ça me rejoint ce que tu dis. Ben oui. Jamais bien Parce que justement, moi, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié de cette. En fait, un des constats que j'ai fait dans cette quête-là, c'est que je me suis rendu compte à quel point on était très peu outillés à naviguer ces grandes transitions de vie-là. Fait que c'est pour ça que j'ai fait énormément de recherches, énormément de lectures pour un peu comme, tu sais, pour pouvoir justement en parler. Puis moi, la minute que j'ai entendu qu'une grande transition de vie, comme je venais de vivre, c'était normal que ça prenait 2 à 3 ans. Savez-vous la pression que ça m'a enlevé des épaules? J'ai entendu ça, là, je me suis effondrée en sanglots. Mais effondrée en sanglots, j'en ai braillé pendant 15 minutes en plein milieu d'un cours avec 200 présidents à LBS, à London Business Schools, et j'étais effondrée. Puis là, tu sais, c'est moi qui ai levé la main pour dire « Mais ça prend combien de temps? » Parce que life transitions are fucking hard.
Mais, puis là, c'est là où ce que je trouve que sociétalement, on est très peu bienveillant parce que qu'est-ce que vous pensez que c'était la première question que tout le monde me posait quand je me promenais à quelque part d'autre? Bon, fait, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Puis, Ben t'as-tu lancé une autre entreprise? Hey! Non! 2 minutes papillon, là. Non, genre. c'est 2 ça. minutes papillon. J'aimerais exister avant. J'aimerais Puis me pouvoir remettre intégrer les apprentissages que j'ai faits. J'aimerais pouvoir brailler. J'avais 2 deuils à brailler simultanément. Tu sais, comme... Donc, tu sais, cette presse qu'on a là, de genre go, 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 puis je suis la fille la plus go, go, go de la planète, mais pas là. Là, ça me tente pas. Fait que, et ça. Puis c'est justement d'embrace, de regarder le côté positif de la chose, les opportunités que ça arrive, parce que dans l'incertitude, ben, c'est là que la créativité est capable de se développer. C'est là où, justement, moi, des conversations sur des boîtes, des ice packs, des fiches rochettes, combien vous pensez que j'en ai eu dans ma vie? Chaque meeting pendant 12 ans était tourné autour de ça. C'est quoi la protéine qu'on met cette semaine? Le menu, il ressemble à quoi? Tu sais, et j'ai adoré chacun de ces meetings-là. J'aurais pu continuer à faire ça 20 ans, honnêtement. Mais d'un autre côté, là, je parle de d'autres choses, j'explore d'autres choses, j'apprends d'autres choses. Je suis une fille qui est très curieuse, puis ça, c'est très bénéfique. Mais voilà. Fait que moi, j'ai décidé de prendre... Parce quand on parle de la résilience, qui est un autre sujet que j'aime bien explorer, la résilience, en fait, c'est ta capacité, ta force et ton agilité à rebondir suite à des événements. Fait que quelqu'un qui est très résilient, c'est quelqu'un que, bon, ben là, life throws you lemon. Combien de temps ça va te prendre avant de faire de la limonade? Puis à quel point ta limonade... Parce que si tu dis, ben là, j'ai fait de la limonade une fois, puis ça n'a pas vraiment marché, fait que là, on va faire de l'eau maintenant. Mais ça, c'est pas très résilient. Ça, c'est comme... c'est plus le mode survie, admettons. Mais si tu dis, ben j'ai essayé ça, puis ça n'a pas marché, qu'est-ce que j'ai appris? Comment on refait ça différemment? Qu'est-ce qu'on fait différemment? Est-ce que ça nous tente de faire ça pareil? Puis de rebondir. Fait que moi, j'ai pris mes échecs, admettons, puis je les appelle même, tu sais, je les qualifie même pas d'échecs, moi, personnellement, mais j'ai pris mes échecs, puis je les ai transformés en quelque chose d'autre. Ouais. Mais je pense être résilient, tu peux être résilient puis que ça prenne du temps. Oui, mais sais. quelqu'un qui est très résilient, c'est quelqu'un qui est capable de se revirer sur un 17. Puis je trouve que ça fait vraiment du parfait pouce à notre dernière question. On te l'a dit dès le début. On te coupe pas pour arrêter l'épisode passé plate parce qu'on te garderait toute la journée. Mais on coupe pas l'épisode, on pose une autre question. Ah oui. C'est la question pour la vie. Vas-y, je te laisse la poser. C'est un peu sur la même lignée. Quel message aimerais-tu transmettre aux entrepreneurs qui vivent un échec ou qui en ont peur? Ah. Tu peux pas... J'ai... c'est bon. Parce que j'ai comme le goût de répondre. Je pense que tu peux pas être entrepreneur si tu as peur de l'échec. Je pense que la plupart des gens qui ont des bonnes idées entrepreneuriales, mais qui ne se lancent pas, parce que ça, on en voit énormément, pour être impliquée dans le domaine de l'entrepreneuriat depuis maintenant plus de 15 ans, le nombre de coaching ou de mentorat que j'ai fait avec des gens qui voulaient se lancer, puis qui finalement, ils ne sont jamais lancés. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça le facteur numéro 1, c'est qu'ils ont peur que ça ne marche pas. Moi, quand je vois quelqu'un qui lance quelque chose, bien, je sais que ça ne sera pas parfait à la première minute. Mais c'est où ce qu'il veut amener ça? C'est où est-ce qu'elle veut amener ça? C'est quoi la vision? Si tu n'y arriveras pas le premier jour. Quelqu'un qui... Fait que, tu sais, on démocratise beaucoup dans l'industrie startup, on en parlait tout à l'heure. Tu sais, fail fast. Je pense qu'au Québec, on a beaucoup de difficultés avec ça encore. L'échec fait partie de l'apprentissage. Si tu n'échoues pas assez, c'est parce que tu n'essayes pas assez. Et de... Moi, quand c'est arrivé, tu sais, j'étais quand même impliquée beaucoup dans le domaine médiatique, réseaux sociaux. Pendant Cookit, on m'invitait toujours à faire des balados et je répétais toujours la même chose.
Puis je racontais mes key talking points de Cook It. Fait que, tu sais, c'était vraiment ma cassette Cook It qui embarquait. Puis, tu sais, j'étais super authentique là, et pertinente, I hope. Mais c'était quand même toujours la même chose que je racontais. Et quand ça s'est arrivé, je, je me donnais comme plus le droit. Tu sais, j'ai effacé mon Instagram, j'ai mis mon Facebook en pause, j'ai pas ouvert mon LinkedIn pendant 6 mois. Je ne voulais plus exister médiatiquement sur les réseaux sociaux. Je voulais juste disparaître. Et, ça a été bon. Mais à un moment donné, quand ça faisait 8 mois que je réfléchissais à ça chez nous, je me disais, pourtant, là, j'ai des choses, j'ai des leçons que j'ai apprises, j'ai des choses que je ferais différemment, que je pense qui seraient pertinentes pour d'autres entrepreneurs. Et j'ai le droit de reprendre ma place. Mhm. J'aimais avoir une voix, j'aime encore ça, et j'ai le droit de la avoir, cette place-là. Et donc, c'est moi-même qui s'est invitée au studio SF pour dire, moi, j'ai cette histoire-là à raconter. Et je m'en rendais pas compte à ce moment-là, mais je pense que ça a été l'action que j'ai prise. Puis là, c'était le share your shame, là. Là, c'est de partager sa honte, puis c'est de dire, voici ce que je pense que j'ai pas fait de correct, moi. Puis, tu sais, je me suis pas étalée sur le sujet, puis j'aurais pu sortir une liste bien plus longue, là. Mais, et ça, c'est combien d'entrepreneurs j'ai vu, tu sais, des faillites, puis pas nécessairement juste des faillites, mais juste, tu sais, tu lances une start-up, tu essaies, tu te bats pendant quelques temps, puis à un moment donné, tu fais, ça marche pas, puis tu repacks tes affaires. Et beaucoup de ces gens-là sont disparus complètement. Dans le sens que je voyais ce qu'ils faisaient avant. Je les voyais sur Facebook, je les voyais sur Instagram, je les voyais sur LinkedIn. Puis du jour au lendemain, oups, cette personne-là n'existe plus. Puis je pense que ça a été bénéfique dans mon de partager. Puis justement, je me suis rendu compte à quel point on en parlait très peu à cause du nombre de témoignages que j'ai reçus. Moi, après ça, là, après, tu sais, j'ai fait comme 2 passages l'année passée en septembre, là. Je peux vous dire que j'étais très au courant de la situation financière de beaucoup d'entreprises au Québec. C'est clair. On a eu les hints de tout le Oui, monde. oui, oui. Parce que je recevais des paragraphes de genre, ah mon Dieu, tu sais, je vis tellement ça. Puis, ben oui. Ben oui. Puis ça, c'est une des choses que un de mes amis m'a dit, qui m'a beaucoup aidée, c'est, hey, dans la gang de monde que tu connais qui ont des business, ça, c'était dans mon parcours, là, la personne m'a dit, veux-tu que je te fasse la liste des gens qui ont fait faillite que tu connais? Ah, il y en a beaucoup, là. Puis j'étais genre, OK. Puis là, nanana, 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 tous des gens que j'admirais énormément puis qui avaient reconstruit des belles grandes choses. Et ça, pour moi, ça m'a comme fait du bien, là, de pas justement, de pas se sentir tout seul. Ouais. Puis comment tu te sens, avant notre dernière vraie petite question, comment tu te sens en ce moment avec le balado? Qu'est-ce que ça t'apporte? Ça l'a rallumé ma flamme entrepreneuriale. Ça, c'est un... Tu sais, je pense que tout le monde qui lance un balado au Québec, on vit un peu tous la même chose, dans le sens que quand on lance un balado, à moins qu'on ait 10 années d'expérience dans l'industrie médiatique, on apprend quand même rapidement. Fait que c'est très difficile d'écouter nos premiers épisodes. Tu les écoutes? Non, pas du tout. Non, ça, moi, j'en ai jamais écouté un. Jamais. Mais je me force quand même à en écouter des longs bouts à chaque fois pour justement moi-même voir qu'est-ce qui m'énerve que je fais. Pour justement essayer de rendre ça plus fluide. Il me reste encore des croûtes à manger, énormément, mais je pense que la courbe d'apprentissage progresse. Pour moi, ça, avoir le sentiment d'apprendre et de devenir meilleur, c'est quelque chose que j'ai tout le temps aimé. Tu sais, je fais du ski, pas très bonne, mais j'ai appris à skier à 32 ans. Partir à quelque part. Faut partir à quelque part. Je me donne pas l'exigence d'être parfaite. Je veux pas skier comme Justine Dufour-Lapointe. Je veux skier pour pouvoir faire toutes les pistes sur une montagne à Whistler, à Mont-Saint-Bruno, avec mon gars. Je vais être capable de le suivre.
c'est ça mon ambition. Et de voir que je suis un petit peu meilleure à chaque fois que je vais skier, moi, je trouve ça malade. Oui. Fait qu'avec le balado, ça, c'est une des choses. Puis on a la chance de rencontrer des gens exceptionnels, de créer des connexions avec eux. L'épisode de Justine Dufour-Lapointe, c'en est un de mes préférés aussi, où finalement, je me rends compte que je suis pas si loin que ça d'elle, dans le sens que je suis pas une olympienne, mais comment elle réfléchit et comment je réfléchis. Ouais. Ah! Ouais, les athlètes puis les entrepreneurs, c'est pas si différent que ça. là. Ouais. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est ça. Et ouais. J'adore, je recommande fortement le podcast Oui. après cet épisode. Vraiment. Dernière petite question pour toi. Si tu avais à nous recommander une femme dans ton entourage que tu connais ou que tu connais pas au final, mais que tu trouves inspirante pour le balado, ça serait qui? Je vous dirais, j'ai eu la chance de nouer une amitié extraordinaire avec elle et c'est une de mes très bonnes amies maintenant, mais c'est Florence Brouillard. Je suis fangirl de Florence Brouillard. Oui, ce serait vraiment. Je pense que ça fait 10 fois que j'ouvre sa page, j'ouvre message pour la DM puis que j'ose pas encore. Ah, mais vas-y, elle je sais adore pas. ça. Mais oui, Elle osons, adore ça. osons. Mais elle, justement, je l'ai rencontrée au balado. On a tourné un premier épisode qui expliquait plus son parcours. Et finalement, on s'est dit, Allons prendre. on a eu vraiment un girl crush. On s'est beaucoup reconnus l'une dans l'autre. On a continué à se parler, à se texter. Puis à un moment donné, on s'est levé un matin, puis ben, c'est elle qui s'est levée un matin puis qui m'a dit « Hey, on l'a refait dessus, l'épisode, mais en te prenant comme guinea pig pour faire du personal branding. » C'est lui, moi, j'ai écouté. J'ai Hey. adoré. Ça m'a Exactement. inspirée. Elle est tellement pertinente, éloquente. C'est un des épisodes dans lequel je suis très fière aussi. Et Florence est une fille qui aide énormément les femmes de son entourage. Ouais. Et je trouve ça le fun, justement, qu'à 42 ans, une belle nouvelle, grande amitié comme ça se noue avec quelqu'un que j'ai rencontré et qui est très aligné avec la Judith que je suis aujourd'hui. C'est le fun pour toi, les balados. On Bonne rencontre vraiment beaucoup de monde. Ça fait des belles amitiés. Je fais la DM ce soir, je pense. Oui, vas-y. Où est-ce qu'on peut te suivre? Vous pouvez me suivre. Je suis beaucoup sur Instagram et sur LinkedIn. Le balado est sur toutes les plateformes. Allez vous abonner au balado. 5 étoiles. Allez découvrir 5 étoiles. C'est vrai, ça aide beaucoup dans les... Oui. Mais tu sais, là, faites-le pas. Tu sais, comme là, vous êtes la gang qui écoute. Non, mais faites-le pareil. Donnez-nous 5 étoiles, puis après ça, allez. Exactement, mais ça l'aide beaucoup. Oui. Comme aussi, on se demande comment on soutient les gens qui lancent des business, peu importe. C'est gratuit. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en mesure d'acheter leurs produits ou peut-être que leurs produits vous parlent moins. Mais vos amis, likez les affaires, partagez-les. Ouais. Ça l'aide des algorithmes au moins. Ouais. Ça Nous, nous fait découvrir. On va rien avec ce balado. Tout est nous supporter, c'est gratuit. Oui. Fait que, Exactement. fait que ça vaut la peine d'encourager. Puis si vous voulez nous suivre, c'est à Elle le balado sur toutes les plateformes. Même chose, partagez cet épisode et commentez, aimez, donnez 5 étoiles. Puis sur ça, on te dit un grand merci. Merci Judith, tellement de ton c'était fantastique comme épisode. Ce fut un délice, les filles. Vous étiez très hot. Vous avez posé des super de belles questions. Je me sentais Bien accueilli. bien accueillie. Voilà. Tant mieux, on a réussi. On se voit mercredi prochain à 10h, tout le monde. Bye! Bye bye.